Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec ce matin Géraldine Wössner qui a coécrit avec Erwan Seznec une grande enquête inédite sur les dérives, ce que vous appelez les dérives de l'écologie politique. Bonjour Géraldine Wössner. Bonjour. Les illusionnistes, on va voir ça en détail. Alors vous dénoncez une politique du pire. Je schématise un petit peu ce que vous écrivez, mais vous dites qu'à chaque fois les écologistes dénoncent le pire, les marchands de la peur globalement, pénurie d'eau, stop à la construction, pas de transport, une volonté de tout arrêter, de revenir en arrière. Est-ce que ils ne sont pas, est-ce que vous n'exagérez pas un peu et ils ne sont pas finalement des lanceurs d'alerte ? On a voulu comprendre pourquoi l'écologie politique allait souvent, sinon systématiquement, à l'encontre de la science. Ouais. Et on a voulu remonter aux racines de ce mouvement, comprendre pourquoi, par exemple, l'écologie politique a pendant des années prôné la sortie du nucléaire et on a vu les conséquences que ça a eu sur le climat, pourquoi elle a prôné le gaz dans les logements, pourquoi elle a lutté contre les OGM avec acharnement alors que c'est aujourd'hui largement reconnu comme la meilleure manière de s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique et de lutter en faveur de la planète. Donc voilà, il y a une espèce de distorsion systématique entre ce que prône l'écologie politique et ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation. Ce que vous dites par là, c'est que finalement les écologistes politiques n'ont pas confiance dans la science. Alors, mais on peut un peu les comprendre, Géraldine Wössner. Je vais me faire leur avocat. On peut un peu les comprendre. Parfois, la science, elle nous emmène vers des terres complètement inconnues qui peuvent faire dériver. Bien sûr, mais il faut remonter aux origines du mouvement. En remontant aux origines du mouvement, l'écologie politique, elle apparaît finalement au XVIIIe siècle pour d'excellentes raisons. Quand l'homme qui commence à voyager découvre les impacts terribles qu'a son action sur la nature, sur la planète. C'est au début un mouvement d'inspiration profondément religieuse. On imagine une nature fixe, créée par Dieu, par le Créateur, que l'homme vient corrompre, polluer, salir, et elle se forge dans ce rejet de la science prométhéenne, c'est-à-dire que l'homme qui voudrait soumettre son environnement. Et ce courant profondément religieux va croiser à la fin des années 60 un autre mouvement, celui des orphelins de la chute du communisme, les orphelins de mai 68, des maoïstes, des trotskistes, qui voient dans cette lutte contre la science prométhéenne et dans l'écologie une manière de continuer leur action qui est en fait profondément anticapitaliste. Et c'est de là que naît l'écologie politique, en tout cas en France. En France, et c'est particulier en France. Aux États-Unis. Alors aux États-Unis aussi, vous citez le chercheur Denis Meadows, par exemple, qui il y a 50 ans avait annoncé la fin, par exemple, du pétrole en 2003 ou du gaz naturel en 2010 et beaucoup d'autres produits. Il s'est planté. Il s'est planté surtout. Denis Meadows, on va rappeler pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas, c'est ce rapport du Club de Rome qui est publié en 72 sur les limites de la croissance et qui est redécouvert régulièrement par les tenants de l'écologie politique. Il s'est trompé parce que il avait pris une approche vraiment fixiste de la situation. À partir des ressources qu'on connaissait à son époque, en 1970, si on continue comme ça, on n'aura plus de pétrole, plus d'argent, etc. Il a complètement négligé plusieurs aspects, notamment le fait que l'homme cherche. Et quand il cherche, il trouve. Aujourd'hui, on a des réserves de pétrole pour continuer comme aujourd'hui pendant 50, voire 70 ans. Donc, c'est une approche biaisée parce que c'est pas sur l'offre, la rareté de l'offre qu'il faut craindre. Il faut changer la demande. Il faut changer nos modes de société pour qu'on n'ait plus besoin de ressources fossiles. Par ailleurs, Denis Meadows, ce qu'il prônait, c'était pas, il a pas fait ce rapport pour le bien de la planète. Il l'a fait à la demande de grandes sociétés, notamment pétrolières, qui s'inquiétaient de voir leur marché s'effondrer. Et la solution de Denis Meadows, c'était il faut qu'il y ait moins d'humains. On est trop nombreux. Et il a directement inspiré notamment des politiques absolument barbares, la politique de l'enfant unique en Chine, la politique des avortements forcés en Inde. C'est directement inspiré des conclusions de ce rapport. Parce qu'on était trop nombreux, il fallait limiter la croissance de la population. Il fallait limiter la croissance de la population. Par certains qui disent qu'il y a peut-être trop de monde sur cette planète. Il y a un sous-jacent
anti-humaniste dans ces politiques radicales qui sont souvent prônées et qui est le non-dit finalement de ces mouvements. Ouais, ouais. Et alors, bon, ce livre c'est une enquête complète, hein, très grande. Vous dites qu'il y a finalement sur l'énergie, puisqu'on évoquait le pétrole, il y a un changement là qui intervient ces dernières années avec la crise de l'énergie, par exemple, et vis-à-vis de l'électricité et du nucléaire. Le nucléaire, c'était ce qu'il fallait absolument condamner pour l'écologie politique. Et aujourd'hui, y compris certains comme Brice Lalonde, qui était anti-nucléaire, qui dit bah oui, mais pour la préservation de la planète, finalement, il faut peut-être, enfin, notamment le rejet de CO2, il faut peut-être privilégier le nucléaire dans l'immédiat. Eh bien, l'écologie politique, encore une fois, s'est fondée en France autour de cette lutte contre le nucléaire. L'astrophysicien Aurélien Barraud le dit d'ailleurs de manière très ouverte. Il n'y a rien de pire pour l'humanité si on avait une source d'énergie abondante, fiable et quasi illimitée. Parce que ça empêcherait la décroissance et ça empêcherait de mettre bas le capitalisme, ce qui est en réalité le but ultime de ces mouvements politiques. Oui. Le nucléaire, ce qu'il sous-entend par le nucléaire, quoi, bien justement. Sûr. Le nucléaire n'est pas la panacée, mais il se trouve que la France... Parce qu'il peut y avoir des dangers, vous le reconnaissez, Géraldine Wössner. Ah bah oui, mais le danger n'est pas le risque. Il se trouve qu'aujourd'hui, historiquement, ça reste la source d'énergie qui a causé le moins de catastrophes et qui est la moins carbonée. Ouais, la moins carbonée, c'est surtout ça, parce qu'il y a eu quelques catastrophes. Il y a eu des victimes. Il y a eu une rupture de barrage en Chine. Non, mais c'est vrai. Il y a Tchernobyl quand il y a des accidents. Il y a Tchernobyl, il y a Fukushima, il y a Three Mile Island. Et la sûreté a considérablement évolué. On a vu en France, pour vous donner quelques ordres de grandeur, entre 1980 et 1990. Les émissions de CO2 de la France baissent de 30%, uniquement parce qu'on met en route à cette époque notre parc nucléaire et qu'on ferme notre parc à charbon. C'est quelque chose qui est complètement nié par les mouvements écologistes politiques. Les Verts, le EELV, a toujours dans ses statuts, aujourd'hui, en 2024, la sortie du nucléaire. Et à la faveur de la crise énergétique, on a vu ce que ça sous-tendait, en fait. Parce que pour sortir du nucléaire, les écologistes ont promu le gaz. Mais vraiment, tout à fait ouvertement. Dans les logements, notamment. Dans les logements. Quand le gaz russe a coupé ses robinets, qu'a fait l'Allemagne ? Elle a rouvert toutes ses centrales à charbon et a pollué à plein et continue de le faire. Oui, et l'Allemagne, puisque vous le dites, l'Allemagne... Le système électrique de l'Allemagne est aujourd'hui 8 fois plus carboné que le système électrique français, en dépit des quasi 700 milliards d'euros mis dans sa transition énergétique. Parce que c'est une réalité physique. Quand le vent ne souffle pas, les éoliennes ne tournent pas, et quand il fait nuit, on n'a pas non plus d'électricité solaire. Alors, il ne s'agit pas du tout d'opposer les deux sources, mais de les marier selon les contextes économiques de chaque pays et ses contextes industriels. La France, en fermant le nucléaire comme le souhaite l'écologie politique, la conséquence serait immédiate, augmentation des émissions. Alors on voudrait de l'énergie renouvelable. L'ADEME préconisait d'ailleurs 100% de renouvelables en France d'ici 2050. C'est ce qui était dit. Sauf que évidemment, tout le monde est favorable plutôt à ça sur le papier. Sauf que dans les faits, ce n'est pas tout à fait la même chose. En fait, dans les faits, c'est physiquement pas possible. Voilà. On le sait parce qu'on ne sait pas stocker l'énergie renouvelable. Que pour la stocker à grande échelle, on n'est pas capable aujourd'hui de stocker en France plus d'une journée de consommation électrique. Et dans le monde, ça n'existe pas. Il n'existe pas de capacité de stockage dimensionnée et elles n'existeront pas en 2050. La science ne va pas le permettre parce qu'il y a le progrès scientifique qui nous permet énormément de choses. On l'attend toujours. Je veux dire, on peut. Aujourd'hui, les plus grands capacités de stockage, elles permettent de stocker. Je crois que c'est dans le livre, mais c'est 0,00016 TWh. C'est 1000 fois moins que la consommation journalière française un jour d'hiver. Donc, moi, je veux bien qu'on y arrive parce que 2050, c'est demain. Et dans les énergies renouvelables, Géraldine Wössner, ce que vous dites, c'est qu'il y a le bois qui a été comptabilisé, intégré, sauf que le bois, il y a beaucoup plus de rejets dans l'atmosphère de CO2. Le bois est une ressource renouvelable.
à échéance de 45 ans, 50 ans, quand l'arbre aura repoussé. Aujourd'hui, les forêts dépérissent, le puits de carbone se résorbe, et conserver cette politique qui consiste à massivement utiliser le bois comme source d'énergie est dangereux, puisque c'est pas une ressource qui est justement renouvelée à cause justement des conséquences du réchauffement climatique. Par ailleurs, le bois est la source principale d'émissions aux particules fines, de pollution aux particules fines. Mais quand je dis principale, c'est plus de 70%. Ah bah non, mais il y a des chiffres qui sont assez donc incroyables. Ouais, en termes de santé publique, c'était pas forcément la chose trafic routier, quoi. Et vous citez par exemple... Le trafic routier a d'autres problèmes, des émissions de soufre, des émissions. Mais oui, pour les particules fines, c'est clairement le bois. Dans la vallée de Chamonix, vous sortez en fait des exemples où c'est beaucoup plus le bois avec toute la combustion et toutes les cheminées en fait locales que le trafic routier qui a été pour le coup passé aux normes et qui a été fortement réduit. Allez, vous voulez réagir? Géraldine Wössner est notre invitée jusqu'à 10h. Les illusionnistes, climat, agriculture nucléaire, OGM, enquête inédite, c'est vrai, sur les dérives de l'écologie politique, c'est aux éditions Robert Laffont. On voit ça et vous pouvez réagir. 0826 300 300, n'hésitez pas. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La vérité en face avec ce matin sur Sud Radio, Géraldine Wössner, sur un livre particulièrement intéressant, les illusionnistes, climat, agriculture nucléaire, OGM, enquête inédite sur les dérives de l'écologie politique avec Erwan Seznek. Vous n'allez pas vous faire que des amis, Géraldine Wössner, non? Notamment, il y a eu vous avez senti des blocages lors de votre enquête ou Bien pas? sûr. Non c'est écrire, dire les choses sur ces sujets déclenche des réactions d'une violence assez inouïe. Erwan vous en parlerait mieux que moi, il a beaucoup travaillé sur les réseaux islamistes, sur les syndicats, il me disait jamais il n'a rencontré de position aussi violente. On est face à un public lors de cette enquête. On est face à un public dont une partie est convaincue que le monde va s'effondrer demain. Qui ont une vision totalement apocalyptique des choses, et pour eux c'est une question de vie ou de mort. Du coup ils peuvent avoir des réactions violentes. Non, mais on peut comprendre parce que évidemment on est engagé depuis 150 ans, 200 ans sur des avancées assez remarquables, mais qui peuvent nous faire dériver, quoi. Le monde peut être dangereux, quoi, si on ne prête pas plus attention que ça. Je suis convaincu que l'environnement est l'enjeu du siècle. Ouais. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous-même, vous n'êtes pas, par exemple, une climato-sceptique. Absolument pas, c'est l'inverse. Ouais. C'est bien parce que ça m'angoisse moi-même, que ça m'angoisse terriblement pour mes enfants qui ont aujourd'hui moins de 20 ans et qui vont vivre une France à plus 4 degrés d'ici la fin de siècle. Eux, ils vont le connaître, que je suis affolée de voir ces enjeux fondamentaux accaparés par des idéologies qui ne proposent pas des solutions. Alors voilà, c'est ça, parce que bien souvent il y a des blocages, pas des solutions concrètes et qui versent dans une dérive que je trouve aussi dangereuse, antidémocratique. C'est-à-dire, vous avez une minorité qui se prétend éclairée et qui envisage de contraindre la population malgré elle pour faire le bien malgré elle. Par exemple, sur l'agriculture, on arrête de l'agriculture traditionnelle, on va vers que du bio, sauf qu'on voit que on a cette vision, encore une fois, une vision anti-science prométhéenne et une vision décroissante. Imposée. On veut nous imposer la décroissance des rendements en agriculture, mais derrière cela, c'est la décroissance humaine. Vous avez toute une partie de ces mouvements qui considèrent que 8 milliards d'humains sur la planète, c'est trop, et qu'on serait beaucoup mieux à 1, 2, 3 milliards. Alors, est-ce que les écologistes font confiance à la science? Tout à l'heure, vous m'avez répondu non. Pourtant, les écologistes, certains se sont appuyés sur la science. Alors, ils se sont appuyés parce que, et il faut le leur reconnaître, pendant très longtemps, on a eu un déni formidable sur le réchauffement climatique. Et c'est d'ailleurs toujours le cas, parce qu'en réaction à la violence de ces mouvements, un climato-scepticisme vraiment très dur est en train aussi de monter. Donc il est très urgent pour moi de mettre, de siffler la fin de la récré, qu'on se mette autour de la table et qu'on trouve des solutions basées sur la science, basées sur la concertation et un
langage commun qui est celui de la science. Encore une fois, le langage commun, on en parlait tout à l'heure, 100% d'énergie renouvelable, ça n'est physiquement pas possible. Donc on arrête de débattre autour de choses qui n'arriveront pas et qu'on revienne au concret, au réel, pour trouver ensemble des solutions acceptées par tous. Alors, sur ce principe scientifique, vous citez par exemple les OGM. Le combat contre les OGM en France, mais également effectivement ailleurs. Vous dites là qu'on a bloqué des solutions potentielles pour nourrir la population, pour éviter du réchauffement climatique. C'est ce que vous dites très concrètement. Expliquez-nous. Je sais que c'est un discours qui est très dur à porter en France, tellement on a été désinformés sur la question. Les organismes génétiquement modifiés, souvent d'ailleurs les gens ne savent pas de quoi on parle. Vous en mangez tous les jours, je vous le révèle. Il y a plus de 3000 variétés, les pamplemousses, le riz de Camargue, qui sont des OGM. C'est une plante dont on a modifié le génome pour trouver des propriétés plus intéressantes. Alors dans les années 50, on faisait ça en les bombardant de rayons X ou gamma, et on a eu plein de... Et aujourd'hui, on peut faire ça de manière beaucoup plus propre par l'édition du génome. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des dangers, des dérives avec les OGM? Les OGM sont cultivés depuis 40 ans sur 200 millions d'hectares sur la planète. On n'a jamais constaté un mort, un malade. Donc à un moment, il faut s'en tenir au fait. 150 prix Nobel ont signé des lettres pour supplier la France et l'Europe d'arrêter son délire sur cette question. Parce que oui, aujourd'hui... Oui, mais le délire, c'était peut-être parce qu'il y avait de l'inquiétude de se dire on va transformer... Cette inquiétude est levée. Et en plus, cette inquiétude, en réalité, n'était pas sur les dangers. Ça, c'est la grande force de l'écologie politique, d'avoir réussi à travestir ses intentions derrière un discours autre. La lutte contre les OGM, elle vient d'une inquiétude économique et qui est parfaitement légitime en revanche, parce que c'est de grands groupes, de grandes multinationales avaient les moyens de développer ces semences et d'investir le marché et de tenir finalement les agriculteurs avec leurs brevets. C'est une lutte qui était parfaitement légitime, mais on a masqué cette lutte qui est une lutte politique derrière de supposés effets sur la santé qui ne sont pas réels, qui n'existent pas. On se souvient, il y a eu de vraies fausses enquêtes, par exemple sur des rats. Sur les rats OGM, on se souvient tous de ces unes de journaux avec des rats qui présentaient des tumeurs monstrueuses. Cette étude, elle avait été en réalité, alors elle était fausse, parce que le chercheur avait pris des rats qui développent naturellement avec le temps des tumeurs, quoi qu'ils mangent, et elle avait été financée à l'époque par la grande distribution qui était très contente de pouvoir lancer ces gammes de produits sans OGM qui pouvaient vous vendre 40% plus cher. Oui, c'est ça. Alors, dans le même registre, il y a aussi tout ce qui est pesticides, glyphosate, et l'histoire des Monsanto Papers, quoi. Vous revenez en fait dessus. Alors oui, on revient dessus. Redites-nous en fait les Monsanto Papers, on se souvient Alors Monsanto, c'est la boîte qui a développé le glyphosate. Et pourquoi elle a développé le glyphosate? Parce que c'est aussi la boîte qui a développé les OGM qui résistent au glyphosate. Donc pour elle, c'était jackpot. Elle a vendu des semences aux agriculteurs, notamment aux États-Unis, en Inde, qui ensuite pouvaient arroser le champ de glyphosate pour désherber sans tuer la culture. Elle a fait des fortunes colossales. C'est très loin d'être un ange, cette boîte Monsanto, avec des pratiques tout à fait condamnables pour imposer ces produits sur le marché. Et les anti-OGM, pour tuer les OGM, se sont dit, tiens, on va s'attaquer au glyphosate. Parce que s'il n'y a plus de glyphosate, il n'y a plus d'OGM qui y résistent et on va pouvoir casser tout ça. Il y a eu des premiers procès, alors un premier classement par le CIRC en 2015, disant que le glyphosate était peut-être cancérogène, mais pas sûr. C'était le seul à l'époque à le considérer, et derrière des grands cabinets d'avocats américains ont lancé des poursuites, mais alors à dose industrielle. Aux États-Unis, on fait des pubs à la télévision, ils ont dépensé 100 milliards. Voilà, des class action, plus de 165 000 plaintes. On dit aux gens, tiens, vous avez un problème, appelez-nous, c'est peut-être le glyphosate, on va vous obtenir de l'argent. C'est ça. Et pour alors les Monsanto Papers, c'est ces cabinets d'avocats qui étaient engagés contre Monsanto ont demandé des documents qui étaient classifiés, qui montraient que Monsanto avait payé parfois des scientifiques pour écrire des études disant du bien du glyphosate.
On a montré ça comme la preuve que Monsanto avait pu berner l'intégralité des agences sanitaires du monde entier sur le glyphosate. Ce qui est faux, parce que quand vous regardez ces papers... pouvait croire, quoi, bien sûr, parce quand vous regardez ces Monsanto Papers, en réalité, c'était bien marqué en tête de toutes les études que c'était Monsanto qui payait ces études, et ça n'a jamais berné personne. Et sur le glyphosate, alors c'est horrible, parce que le glyphosate est l'un des herbicides aujourd'hui les moins chers. Il est tombé dans le domaine public, hein, c'est plus du tout Monsanto. Il coûte pas cher aux agriculteurs, il est très efficace, et c'est l'un des moins néfastes pour l'environnement. Il est beaucoup moins néfaste que d'autres. Vraiment prouvé. Alors ça a été prouvé à tel titre que l'EFSA, l'autorité sanitaire européenne, a renouvelé sa licence pour 10 ans, après une revue de l'ensemble de la littérature scientifique qui a duré 32 mois, réalisée par 90 scientifiques de 4 agences différentes. Donc, c'est le truc le plus solide qu'on puisse imaginer. Il y a des auditeurs qui vous entendent et qui se disent les pesticides ne sont pas dangereux. Mais c'est pas les pesticides, vous savez, quand on parle des pesticides, c'est plus de 4000 substances. Oui, c'est vrai. Moi, je vous en parle d'une molécule, pas de 4000 en on généralise. Est-ce que vous imaginez qu'on dirait en médecine les médicaments sont dangereux? Non, vous pouvez pas comparer la morphine et le paracétamol. Et ben, dans la gamme des pesticides, c'est pareil. Tout est une question de toxicité, de dose. Et comme le disait Paracels, rien n'est poison. Tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et on a complètement masqué cet aspect pour terroriser les gens, pour leur faire peur, pour qu'ils se détournent d'ailleurs de produits qui sont bons pour leur santé. Oui, allez, on va continuer autour de ce que vous appelez justement les marchands de peur. C'est un chapitre dans votre livre, Les illusionnistes. Nous en parlons jusqu'à 10h. Et on va revenir dans un instant sur les soulèvements de la Terre, avec ce mouvement qui a été lancé notamment contre les bassins de rétention d'eau, notamment avec Sainte-Soline. Nous en parlons dans un instant avec un témoignage. Et vous, Géraldine Vosner. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La planète est menacée, arrêtons les routes. C'est ce que, dans les années 70, non mais vous reprenez certains exemples, Géraldine Vosner, vous êtes avec nous. Si on veut protéger la nature, il faut supprimer les routes. Cela peut s'entendre si on exagère, effectivement. Tout le problème, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, pour le glyphosate comme les OGM, c'est la question en fait de dosage et de connaissance. Tout le problème est celui de l'outrance et de la contrainte. L'outrance ne produit rarement du bien. Non mais c'est exactement comme la ministre qui était en charge du logement en France il y a quelques années, Emmanuelle Wargon pour ne pas la citer, qui a dit il faut arrêter la maison individuelle parce qu'on va trop polluer, parce qu'évidemment pour se déplacer, pour aller là-bas, résultat après elle a fait machine arrière, elle a dit non, c'est pas exactement ce que je voulais dire, et ça a conduit quand même à une raréfaction de certaines constructions. Ça nous mène dans le mur, en fait, avec ce genre de décision. En fait, ce sont des décisions qui sont prises sur la base, encore une fois, d'une idéologie, sans examen des données locales. Emmanuelle Wargon, elle n'avait pas tort quand elle disait que la maison individuelle pose des problèmes. Parce que, évidemment, quand on fait une maison, il faut des routes pour relier la maison aux centres urbains, etc. Et on artificialise davantage. Néanmoins, quelle est l'alternative ? À quel coût peut être supportée l'alternative ? Selon les territoires, quels sont les contextes ? Est-ce que on a, les discours globalisants en matière d'écologie sont les ennemis de l'écologie. Oui, et ça nous amène justement aussi au soulèvement de la Terre et puis ces problèmes de l'eau, d'une façon générale. Les soulèvements de la Terre, on le sait, se sont beaucoup mobilisés contre ces bassines, ces méga bassines pour l'eau. D'où vient cette préoccupation des soulèvements de la Terre et quel est ce mouvement, Géraldine Vosner ? C'est un mouvement qui est né à Notre-Dame-des-Landes. Ce sont les zadistes de Notre-Dame-des-Landes contre l'aéroport à l'époque, qui n'ont pas de préoccupation environnementale à la base et qui, après le retrait du projet par le gouvernement, se cherchaient une nouvelle cause. Ils se cherchaient une nouvelle cause. Et un batelier qu'on connaît bien, qui a pris un peu la tête de ce mouvement, est venu les voir, on leur demande de les aider parce qu'il voulait lutter contre ces retenues de substitution et il trouvait pas trop de relais locaux parce que localement, ce projet de retenue de substitution, il
il est parfaitement accepté et il a été concerté pendant des années dans un cadre parfaitement démocratique que Delphine Batho, à l'époque, avait applaudi, elle l'avait accompagné, elle l'avait applaudi. Ex-ministre de l'écologie. Et il y a, voilà, ce mouvement s'est déporté, les soulèvements de la terre se portent comme ça sur des petites causes locales qu'ils préemptent pour en faire une lutte anticapitaliste. Quand vous regardez le discours des soulèvements de la terre sur ce qu'on appelle les bassines, qui est encore une fois un terme impropre, c'est un discours qui est totalement déconnecté de la réalité scientifique. Je veux dire, il y a rien de plus faux. Sur ces méga-bassines, il n'y a rien de plus faux, c'est-à-dire de retenir de l'eau. Le fait de retenir de l'eau peut être une mauvaise solution, selon les contextes et les territoires. Il se trouve que dans le territoire des Deux-Sèvres, qui est assis sur une nappe, sur un plateau calcaire où l'eau part très rapidement à la mer, c'est une solution qui a été prouvée favorable, parce que dans la Vendée voisine, qui est exactement sur le même territoire, on en a depuis une vingtaine d'années, et on a pu constater, grâce à ces retenues de substitution, qu'on prélevait beaucoup moins d'eau dans la nappe en été, puisqu'on l'avait stocké l'hiver, et que le niveau dans le marais le niveau d'eau dans le marais avait pu réaugmenter de 1 à 2 mètres. Donc c'est positif. Et c'est pour ça que les spécialistes là, militaires... ça ne l'est pas nécessairement ailleurs. Nous sommes avec Régis Chevalier au 0826 300 300, qui est président de la Maison des Maraîchers nantais. Parce que ce week-end encore, il y a eu un mouvement organisé par les soulèvements de la terre et qui est contre vous, en fait, les maraîchers. C'est ça, Régis Chevalier ? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, c'est... Expliquez-nous ce qui s'est passé. Ça fait un écho très proche de ce que disait Madame Vosner. En fait, nous, c'est une association locale qui est anti-carrière. On a des carrières de sable dans notre secteur, on a du maraîchage, donc c'est une association locale qui s'oppose à ces projets-là. Tous ces projets-là sont passés par les procédures connues, républicaines, c'est même passé par des référendums locaux, sauf qu'à chaque fois, ils n'ont pas eu gain de cause, et donc ils se sont radicalisés il y a maintenant 2-3 ans, en s'associant avec les soulèvements de la terre, et nous, on subit depuis 3 ans régulièrement des provocations, des manifestations qui sont toujours très très malveillantes, c'est-à-dire qu'on a d'un côté ils mettent en avant un côté joyeux, festif, mais c'est toujours très très risqué pour nous, c'est très menaçant, il y a toujours des dégradations, on en a encore eu ce week-end. Ils s'attaquent à quoi alors, et qu'est-ce qu'ils veulent à travers leur mouvement ? Écoutez, le point de départ, c'est les carrières de sable. Nous, on a la chance d'avoir des sables un peu fossilisés qui servent essentiellement à la construction. Le sable, c'est un matériau pour le béton qui est très utilisé, surtout dans notre secteur. On s'en sert un peu pour le maraîchage parce qu'on a des pratiques traditionnelles avec la mâche tentaise où on sable les cultures. Une pratique qui se fait de moins, je tiens à le dire, on a quand même diminué notre consommation de sable en 10 ans de presque 40%. Sauf que du coup, ils manipulent et ils créent des polémiques pour créer une cible. Donc on est devenu maintenant, on n'est plus des maraîchers selon, on est des agro-industriels, on reprend tous les éléments de langage que vous connaissez et ils en font un mouvement de lutte et ça converge avec la CGT. On a même vu des drapeaux palestiniens. On comprend plus pourquoi on est accusé en fait. Qu'est-ce qu'ils détruisent chez vous, vous maraîchers ? Nous, c'est très 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 facile de faire des dégâts chez nous. On a de l'arrosage, on a des serres. Ah, on ne vous entend plus. Régis Chevalier, oui. Oui, allez-y. Donc, Oui. On a un petit souci de téléphone. Bon, on voit bien à travers ce que nous décrit Régis Chevalier, Géraldine Vosner, que donc certains viennent s'attaquer à ce qui est pour eux le symbole d'une production qu'ils ne veulent pas voir. Oui, mais encore une fois, on est dans la lutte anticapitaliste classique. On lutte contre une agriculture qui veut faire vivre des salariés et faire des rendements, ce qu'on appelle l'agriculture productiviste. On n'est pas du tout dans le cadre de la défense de la planète ou de l'environnement. On est ailleurs, dans un autre champ. Pourquoi pas ? Ce qui est ennuyeux, c'est ce discours mensonger qu'on vend à la population. Oui, c'est ça. Merci Géraldine Vosner. Le temps est passé trop vite. Vous reviendrez évidemment sur Sud Radio pour nous en parler. Et notamment aussi sur... moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, et on en a parlé l'année dernière, évidemment, c'est la commission d'enquête parlementaire sur la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Et là, il y a des témoignages édifiants et vous revenez effectivement... On y revient longuement parce que oui, c'est... Pendant 10 ans, on n'a rien vu, rien anticipé.
On n'a rien vu, rien anticipé et surtout, on s'est nous-mêmes mis au pied du mur. On a perdu notre souveraineté, on a perdu notre indépendance, on a perdu notre capacité à avoir une énergie décarbonée. On a renversé la tendance très récemment, mais c'est pas encore gagné. Oui, merci beaucoup Géraldine Wössner. Votre livre Les illusionnistes aux éditions Robert Laffont. Merci. Dans un instant, c'est Gilles Gansman et Christine Bouillot.